Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Si on regarde le système fonctionner, je parle essentiellement de ce qu'on appelle la justice civile au sens large. Je dirais la justice civile dans les affaires patrimoniales, le commerce, la consommation. Je ne parle pas du droit des personnes, qui est un domaine qui, par ailleurs, je connais moins bien. C'est une justice qui a, je pense, deux défauts. Un, elle va beaucoup trop lentement. Et cette lenteur n'a pas pour contrepartie, c'est son deuxième défaut, une qualité indiscutable de la décision de justice. La lenteur, on sait très bien qu'on est aujourd'hui sur des délais qui, dans les affaires qui présentent un minimum de complexité, sont des délais qui dépassent largement 1 an, et on est facilement sur une affaire un peu compliquée à 2 ans sur une seule instance, ce qui fait que si on rajoute l'appel plus la cassation, encore que la cassation aille assez vite, on est assez vite à 6 ans, ce qui est quand même un temps extraordinairement long et peu satisfaisant. Alors on pourrait se dire, puisque le système prend son temps, au moins le résultat est parfait. Or, ça n'est pas le cas, et on sait très bien que sur le fond, la justice n'a pas le temps de consacrer la durée nécessaire à l'examen approfondi des dossiers les plus complexes. Et je prends un exemple extrêmement simple, quand on a une affaire qui, pour le coup, est complexe, si on peut avoir une après-midi d'audience, c'est le maximum qu'on puisse avoir sur des dossiers complets. Si on compare à ce qui se fait à l'étranger ou ce qui se fait en arbitrage, une affaire complexe, ce sont des audiences qui peuvent s'étaler sur 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Et donc, finalement, on a une qualité de la décision de justice qui est pas, en tout cas, qui ne paraît pas proportionnée au temps passé. Et je vais quand même donner, je regardais ça avant de venir, mais en me replongeant dans les statistiques, sur les décisions dont sont saisies les cours d'appel, on a un taux d'infirmation net, c'est-à-dire qu'on remet totalement en cause ce qui a été jugé en première instance de 20%, et si on regarde le taux d'infirmation total et partiel, on atteint quasiment les 60%. Donc ça veut dire que la décision de première instance, il y a quand même de nombreux sujets, dans de nombreuses occurrences, elle doit être réformée, ce qui veut dire qu'a priori, elle n'était pas parfaite. Voilà. Donc on a là une vraie difficulté. Merci. Mais ça, c'est qu'il y ait une insuffisance de moyens, soit. Simplement, je vois 2 défauts à tout traiter à travers la question, à tout réduire à l'insuffisance de moyens. Et le premier défaut, c'est que ça évite de se poser des questions sur ce qui ne va pas et qui pourrait être amélioré, abstraction faite de la question des moyens. Voilà, raisonner uniquement en termes de moyens, c'est se faire l'économie de toute discussion sur les fins, sur les méthodes, et je pense que cette discussion est utile. Et le deuxième défaut, c'est que si on met plus de moyens, ça veut dire concrètement qu'on va essentiellement recruter plus de magistrats. Il y a quand même un niveau d'exigence. Donc si d'un seul coup on ouvre les vannes, on sait très bien qu'on ne recrutera pas au même niveau d'exigence. On a vu dans d'autres secteurs un peu tendus, où la demande pour devenir par exemple enseignant, etc. n'est pas formidable. On cherche à en recruter plus et on sait que, in fine, les recrutements ne sont peut-être pas à la hauteur des espérances. Donc je crois qu'il faut effectivement réfléchir à la question des moyens. C'est vrai que la justice française est plutôt sous-dotée par rapport aux justices comparables de pays développés comme les nôtres, mais on ne peut pas se limiter à cette seule réflexion. Le diagnostic, en fait voilà, on prend trop de temps et le résultat est finalement pas là. Donc ça veut dire qu'on passe un temps inutile. Et ce temps inutile, on le passe sur la procédure. Donc réformons les procédures. Et puis l'autre idée qui va de pair, c'est de dire, peut-être on est surchargé, donc il serait bon de résoudre les litiges autrement que par la voie judiciaire. Et ceci finalement nous donne les 2 axes des réformes contemporaines. On réforme les procédures et on promeut les modes alternatifs de règlement des litiges. Donc ça, dans le principe, ça va plutôt dans le bon sens. Il me semble que, en revanche, dans la mise en œuvre et dans la méthode, on ne va pas dans le bon sens. Pourquoi ? Sur les procédures, la tendance est à l'hyper-formalisation et à l'hyper-rigidité, avec l'idée, ou l'arrière-pensée, je ne sais pas, qu'en mettant de plus en plus de contraintes procédurales,
eh bien, on mettra de plus en plus d'obstacles et on évitera peut-être les mauvais procès. Voilà, donc si on complique la procédure, finalement on ne récupérera que ce qui mérite d'être traité. Or en fait, c'est pas ça qui se passe. D'abord, premièrement, je ne suis pas sûr qu'en multipliant les obstacles procéduraux, on ne récupère finalement que les bons procès, ceux qui méritent vraiment un examen au fond. Et puis, à multiplier les obstacles procéduraux, qu'est-ce qu'on fait? On crée un contentieux parasitaire qui ne porte que sur les questions de procédure. Et on l'a vu, par exemple, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on l'a vu, par exemple, sur la procédure d'appel, qui a été substantiellement réformée depuis 2010, et on a vu qu'à ajouter des délais, des contraintes procédurales, on a créé un contentieux dont le seul objet est la procédure et qui, du coup, rallonge encore les procédures, puisque, avant d'aborder le fond, on passe un temps considérable à traiter des questions de procédure. Donc, on s'oriente là sur une voie qui finalement crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, et je pense que ce qu'on n'a pas essayé, mais on en reparlera sans doute, c'est au contraire la voie de la souplesse. Et d'arrêter de mettre tous ces obstacles procéduraux, et si on réforme les procédures, de les réformer dans le sens de beaucoup plus de souplesse et de laisser aux juges beaucoup plus d'initiative dans la mise en œuvre, dans la conduite des procédures, et je pense qu'on résoudra plus de problèmes qu'on en créera. Et l'autre défaut que je vois, c'est sur le second volet des réformes actuelles, qui est de dire « développons les modes alternatifs de règlement des litiges ». Je trouve que c'est une très bonne idée, je suis moi-même médiateur, donc je suis tout à fait favorable à ce développement. Sauf qu'à mon avis, on le fait avec une idée qui n'est pas exacte de ce que sont exactement les modes alternatifs. Je pense que c'est une tradition tout à fait française qui est, je dirais, de totalement opposer l'action publique à l'action privée. Alors on se dit l'action publique, c'est l'action du juge, très encadrée, une appréciation du litige au regard des règles de droit et un raisonnement très cartésien. Et on se dit par opposition, le mode alternatif de règlement des litiges, qui lui repose sur des initiatives privées, sera l'antithèse du modèle judiciaire français. Donc nous allons développer les modes alternatifs sur le mode de la réconciliation, sur le mode de la négociation, du dialogue, en oubliant la chose juridique. Alors, c'est une voie qui fonctionne dans quelques litiges. Mais ce n'est pas une voie d'avenir, en ce sens que c'est une voie qu'il faut conserver, mais ce n'est pas avec cette conception des modes alternatifs qu'on permettra de les massifier et de faire en sorte que leur développement allégera considérablement la tâche des juges. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne que dans les modes alternatifs, il y a une action qui ressemble à celle du juge, et je vais être très concret, c'est-à-dire que celui qu'on désigne comme le médiateur, comme le conciliateur, celui qui va permettre de résoudre le litige, ne doit pas être présenté comme un espèce de médium qui va permettre une réconciliation par je ne sais quelle forme d'action magique. Non, ce doit être un juriste qui a une vision du litige, qui a une capacité par la persuasion à imposer des solutions, et donc qui doit avoir pour mission de dire le droit, avec un rôle d'expert plus que de juge, mais qui doit s'engager dans la résolution du litige, et qui ne doit pas être uniquement cette sorte de mage qui pourrait réconcilier par la seule force de sa bénédiction. Et donc je crois qu'il faut qu'on se fasse à l'idée que modes alternatifs, ce n'est pas mode antithétique au modèle juridique, c'est une autre façon de faire du droit, et je pense que là on aura des dispositifs beaucoup plus efficaces. Il y a quand même un modèle concurrent qui est un modèle juridictionnel, mais non judiciaire, non étatique, qui est le modèle de l'arbitrage. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit faire de l'arbitrage, c'est un modèle qui par ailleurs a ses qualités et ses défauts, mais il y a quelque chose dans l'arbitrage qui fonctionne et que la justice étatique peut parfaitement importer. Quel est ce modèle? C'est ce modèle de souplesse que j'évoquais tout à l'heure. Dans un arbitrage, plusieurs caractéristiques posées, mais il y a un trait commun, c'est qu'on organise entre les arbitres et les conseils des parties la procédure qu'on va suivre. Et donc il y a une contractualisation de la procédure avec un schéma qui peut être plus complexe que celui-là, mais dont un schéma de base qui est le suivant. 1 mois, 2 mois pour le demandeur pour écrire, 2-3 mois pour répondre au défendeur, ensuite 1 mois chacun pour une ultime réplique, et on passe en audience. Et le fait de contractualiser entre la juridiction et les conseils des parties, de se donner dès le départ de la procédure les délais qu'on s'engage à respecter, permettrait, à mon avis, d'abord une meilleure compréhension de la nécessaire
malgré tout la nécessaire lenteur du dispositif, mais en même temps d'éviter les dérives et d'éviter que ça ne devienne beaucoup trop long et tout à fait inefficace. Et ça, ce dispositif-là est parfaitement importable dans nos procédures judiciaires. Certaines, d'ailleurs, juridictions un peu audacieuses le font, et il suffit simplement de laisser beaucoup plus de souplesse aux chefs de juridiction pour pouvoir mettre en œuvre ce type de dispositif. Ça, c'est le volet simplification des procédures, mais une simplification organisée. Et vous voyez que déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans la façon de concevoir la procédure, on met pas de l'amiable, mais on met un peu de volonté, on remet de l'accord, et on n'est plus dans des modèles rigides, formalistes, et pourtant, les modèles restent des modèles équitables et efficaces. Et l'autre dispositif qui fonctionne bien, dont on peut s'inspirer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation institutionnelle, c'est-à-dire ces grands secteurs professionnels qui se dotent de médiateurs avec des réalités qui sont plus ou moins avantageuses pour les uns et les autres, mais enfin un dispositif qui fonctionne. Comment fonctionnent ces médiations institutionnelles ? Ces médiateurs institutionnels ne sont pas des médiateurs comme on les entend habituellement. En fait, ce sont des espèces d'arbitres informels ou encore des experts du droit. Et quand il y a un litige, que font-ils ? Ils donnent un avis. Ils disent, voilà, j'ai examiné les choses, et voilà, à mon avis, la résolution correcte du différend qui vous oppose. Avis rendu avec un échange informel, peu juridicisé, mais où le médiateur comprend assez vite de quoi il est question. Ce sont des procédures qui sont rapides et qui peuvent parfaitement, à condition de les encadrer un tout petit peu plus, qui peuvent parfaitement être importées dans nos juridictions, et l'idée serait pas de créer une justice, enfin si je vais le dire carrément de manière un peu provocateur, mais l'idée serait presque de créer une justice à deux vitesses en disant nous vous offrons deux modes de saisine, enfin deux process possibles. Un process simplifié, vous nous saisissez par courrier en justifiant les éléments qui vous paraissent porter vos demandes, et on vous donnera dans un délai assez rapide ce qu'est l'avis de la juridiction. Et vous, si cet avis vous satisfait, vous vous mettez d'accord, on n'en parle plus. Il faut quand même savoir qu'en médiation institutionnelle, c'est ce que nous faisons, le taux de réussite est au-delà de 90%. Voilà. Et si ce qu'on vous propose ne vous convient pas, on vous offre la deuxième voie, qui est la voie traditionnelle, mais on aura beaucoup moins de contentieux à traiter, ça durera plus longtemps, mais on pourra aller plus au fond des choses. Et je pense qu'on a là des voies qui me paraissent plus riches et plus porteuses d'évolution positive. On ne va peut-être pas faire ça demain, mais en tout cas, c'est une chose qu'il faut regarder à long terme.